Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi une fois de plus les antennes de la radio-télévision Top BNG pour vous informer en ce mardi 26 février 2019. Bon confort d'écoute à tous. La pluie qui s'est abattue hier dans la capitale économique n'a épargné aucun quartier. Jean-Jacques Rouvaria-Djodji pour les détails. Hier, lundi 25 février 2019, la capitale économique s'est retrouvée submergée d'eau après la grande pluie qui s'est abattue. Du centre-ville au tribunal de première instance de Port-Gentil, en passant par Matiti et tous les autres quartiers que compte la ville du Sable ont été inondés. Une situation jugée désastreuse par les populations qui se sont retrouvées les pieds et les maisons dans l'eau. Mon impression de la ville, c'est que nous tous, nous voyons comment est la ville. C'est inondé partout. Nous n'arrivons pas à travailler parce que il y a l'eau partout. On évite aussi que nos moteurs soient mouillés. Donc quand il pleut comme ça, de préférence, on garde. C'est pourquoi il y a plein de gens dehors. C'est parce que nous garons pour éviter aussi d'avoir des problèmes. On ne peut que souffrir. C'est tout ce qu'on peut dire. On va beaucoup souffrir. Nous sommes habitués. C'est pourquoi tu vois les gens marchent dans l'eau sans problème. C'est parce qu'ils sont habitués. Là, c'est pas à mon niveau. Je ne sais pas, puisque la ville, je ne sais pas si c'est une mauvaise, la mauvaise construction des routes, ou bien puisqu'il n'y a même pas des rigoles bien faites pour canaliser le flux. Donc je ne sais pas trop, mais c'est une ville qui a des problèmes. En fait. En général, c'est une ville qui a des problèmes. Il faut dire que ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y a quelque chose que nous vivons chaque fois, depuis des années bien entendu. Alors, il n'y a qu'à appeler les autorités et venir voir ce qui se passe. Moi je crois qu'il n'y a rien à dire, c'est des choses que nous vivons depuis des années. Moi je ne peux pas faire un commentaire, il n'y a pas de commentaire à faire. Il n'y a que les autorités à voir ce qui se passe actuellement. On ne sait pas qu'il ne faut pas le bien leur travail, je crois que c'est le tracé de Port-Gentil qui a pris un coup parce que ce n'est pas respecté. Il y a des gens qui ont construit là où l'eau devait passer, il y a des gens qui ne respectent pas. Je crois que le cadastre, comment on appelle le domaine et consorts, doivent voir les choses comme ça se doit. Pour moi, quoi, doivent voir les choses comme ça se doit pour qu'enfin nous puissions retrouver une liberté pour concernant ces eaux-là. C'est tout. Ça ne date pas aussi d'aujourd'hui, cela veut dire que les toilettes, nous avons les traditionnels, qu'on appelle des WC traditionnels, donc tout ça, ça fait en sorte que les enfants sont tombés malades, les vieux aussi, et les moustiques au gourmand, tout ça, c'est risque de maladie et puis c'est dangereux pour la population. Voilà donc qui est dit, les pouvoirs publics ou autres élus du peuple sont donc invités à résorber ce problème qui n'a que trop duré. La route du nouveau port au nord de la capitale économique est dans un état de dégradation avancée, un état d'effet qui n'enchante pas les usagers qui empruntent cette zone économique qui enregistre le plus d'entreprises à Port-Gentil. Un constat de notre rédaction. Nous sommes ici à la zone industrielle du nouveau port de la capitale économique du Gabon. Ici, la route n'existe que de nom, tellement le spectacle que l'existante offre est plus que catastrophique au regard de sa dégradation au plus très avancée. Une chose qui n'est pas populaire aux usagers qui l'empruntent au quotidien. Elle est très alarmante. On vit, ça fait pratiquement 3 ans. 3 ans, c'est pas normal, les autorités sont là. C'est le poumon du Gabon, franchement. On est muet face à cette situation, vraiment c'est compliqué quoi. C'est alarmant, vraiment alarmant. Cette situation déplorable est vraiment regrettable. Avec toutes les sociétés qui travaillent ici, je ne vois pas comment la route peut être dégradée comme ça. Je ne sais pas si l'État gabonais prend les taxes de toutes ces sociétés-là. C'est vraiment, je ne sais même pas comment il faut qualifier ça. C'est vraiment regrettable pour l'État gabonais. Vraiment, quelle honte. Nous sommes quand même en zone industrielle. Nous sommes quand même en zone industrielle. Et tout se passe ici. On a de grandes sociétés ici. On a les Perenco, on a les DAF, tout ça là. C'est vraiment du bordel. On ne comprend plus rien. La situation de cette route que l'on peut qualifier de honteuse dure depuis belle lurette et semble indifférer les autorités en charge de son entretien au point de l'avoir coupée en deux avec ce grand lac qui s'y est formé. Mais ils sont là, ils sont sur place, ils vivent avec nous. Ils savent, ils arrivent, ils viennent faire des visites, je ne sais pas. Après, au sortir de là, qu'est-ce qu'on dit? Il n'y a rien. C'est pourri. Vraiment, c'est compliqué. C'est à l'image du pays. Tout va mal.
Hein? Comment une ville aussi économique, hein? Avec toutes les entreprises qu'il y a, qui travaillent ici, hein? L'État ne peut pas donner une ultimatum à ces entreprises-là. Ailleurs, ça se fait. Il devrait exiger à ce que les sociétés qui travaillent ici là puissent arranger au moins la route. C'est le minimum que ces sociétés puissent faire. Ils puissent payer les taxes, bien évidemment, mais l'État devait trouver les moyens, les arrangements pour pallier, n'est-ce pas, à cette situation. Il y a des arrangements entre ces sociétés et l'État qui devrait avoir. Vu la négligence que subit cette voie, le désespoir et le découragement semblent être installés chez les travailleurs et autres visiteurs de ce secteur de la capitale économique. Toutefois, une question subsiste, celle de savoir à qui revient l'entretien de cette route entre les autorités municipales et portuaires. Lors d'une opération de bonne pratique d'hygiène et de conservation et de stockage lancée par la Direction générale de la concurrence et de la consommation, au total, 140 tonnes de produits impropres à la consommation ont été saisies et détruits à l'initiative du ministère du Commerce. Tonki Owama de la RTN. C'est au total 140 tonnes de produits impropres à la consommation qui ont été saisis et détruits par la Direction générale de la concurrence et de la consommation DGCC lors d'une opération de contrôle de bonnes pratiques d'hygiène, de conservation et de stockage. L'initiative étant du ministère en charge de l'économie gabonaise. Une vaste opération qui a permis au directeur général Emmanuel Yegenze et son équipe de déceler et de décourager les commerçants véreux. L'objectif de cette opération était de s'assurer que les conditions d'hygiène, les conditions sanitaires, les conditions de conservation des produits alimentaires étaient bel et bien respectées par ces opérateurs, car il en dépend de la santé des consommateurs. Plusieurs opérateurs ont été visités au mois de janvier et une partie au début du mois de février par les agents enquêteurs et contrôleurs de la DGCC. À l'issue de cette opération, des produits impropres à la consommation ont été trouvés et retirés du marché. On parle d'environ 140 tonnes de produits impropres à la consommation, parmi lesquels vous avez les ailes de poule, les cuisses de poule, du poisson. Et nous avons même trouvé d'autres infractions. Bon, pourquoi les produits étaient impropres à la consommation? Déjà, certaines chambres froides, les températures n'étaient pas respectées, ce qui causait un problème. Il y a eu pour d'autres produits les dates limites de consommation qui étaient déjà dépassées. Lorsque la date limite de consommation est dépassée, nous devons retirer le produit. Et chez certains opérateurs, nous avons même trouvé qu'ils avaient modifié les dates limites de consommation pour les prolonger, ce qui est une infraction. Donc, nous avons ouvert des contentieux administratifs avec tous ces opérateurs. Et à titre conservatoire, les produits impropres à la consommation ont été retirés et nous avons commencé le processus de destruction. Pour Emmanuel Yegenze, les sanctions sont multiples. La loi prévoit le retrait des produits de la consommation et les détruire. La loi prévoit qu'un contentieux administratif soit ouvert lorsque les faits sont avérés. On peut se limiter à une amende allant de 30 000 à plusieurs millions de francs CFA. La Direction générale de la concurrence et de la consommation, selon son directeur général, au-delà des contrôles, des enquêtes et des sanctions, il y a aussi l'accompagnement, la sensibilisation et de la répression de la fraude. À Libreville, plus précisément dans le 2e arrondissement, les populations sont elles-mêmes quelquefois responsables du malheur qu'elles vivent au quotidien avec l'incivisme dont elles fomentent. Tanguy Owama de la radio-télévision Nazareth pour les explications. Mise en place dans les années 90 par les pouvoirs publics pour pallier aux nombreuses inondations dont étaient victimes les populations des différents quartiers de Libreville, les bassins versants des rivières et les canalisations de la capitale gabonaise sont aujourd'hui obstrués par des dépôts des ordures qui occasionnent à la moindre averse la sortie des eaux de leur lit. Comme vous le constatez sur ces images, c'est un véritable désastre. Ici, nous sommes bel et bien dans le 2e arrondissement de la capitale. Ces tas d'immondices caractérisant l'incivisme des populations sont aujourd'hui source des inondations. Avant d'interpeller les pouvoirs publics, les populations sont à la mire de barre.
Ouvrons à présent notre chapitre de l'information consacrée au continent, au Kenya. 68% des recettes publiques seront consacrées au paiement des dettes du pays, soit 110 milliards de shillings, un chiffre qui ressort de la Commission sénatoriale permanente des finances et du budget, des chiffres jugés alarmants dans ce pays. Reportage. Les chiffres ressortis lors de l'audience publique organisée par le comité sénatorial permanent des finances et du budget du Kenya sont alarmants. Pour payer cette dette, le pays devra dépenser 1100 milliards de shillings, soit environ 11 milliards de dollars, des 1600 milliards de shillings collectés par le gouvernement. Ce sont donc 68% des recettes publiques qui seront consacrées au paiement des dettes. Le Kenya est une économie qui a un secteur privé extrêmement fort et diversifié. Donc, du coup, l'État kenyan peut être endetté, mais l'économie kenyane en elle-même demeure substantiellement assez solide. Malgré la croissance soutenue entre 5 et 6% par an, la part de la dette dans le produit intérieur brut a continué de croître et frôle désormais les 58%. La moyenne des maturités est autour de 15 ans, ce qui lui permet d'avoir suffisamment de temps pour refinancer cette dette-là. Sur le court terme, c'est un poids essentiel, mais progressivement, le Kenya pourra sortir de cette spirale. Avec une telle configuration, le niveau de la dette ne laisse au trésor kényan que 600 milliards de shillings pour les autres dépenses. Selon un rapport du ministère des Finances, le Kenya doit payer 400 milliards de shillings par an en intérêts, ce qui porte les intérêts totaux pour 16 ans à 6700 milliards de shillings. Pour la 26e édition du FESPACO, Festival africain du cinéma qui se tient chaque année au Burkina Faso, les acteurs des pays du groupe Afrique, Pacifique et Caraïbes du 7e art se sont penchés sur la dimension industrielle et économique du cinéma africain. Africa 24. Le FESPACO 2019, c'est aussi une série d'événements en marge des projections. Comme à toutes les éditions, le marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain, l'un des espaces les plus importants du festival est dédié aux professionnels du 7e art, ne désemplit pas. À la recherche d'instruments novateurs de financement et de voies d'accès aux marchés internationaux, les acteurs des pays du groupe Afrique, Caraïbes, Pacifique se penchent ici sur la dimension industrielle et économique du cinéma africain. La contribution de nos États, quelque modeste qu'elle soit, est attendue pour ne pas donner l'impression d'une dépendance absolue de l'aide extérieure. Déjà, à l'idée de pouvoir renforcer la coproduction Afrique-Europe, les acteurs se sont dit comblés. Le nouveau partenariat entre ces pays et l'Union européenne, financé à hauteur de 40 millions d'euros, contribuera sans doute à la production d'œuvres de qualité, mais aussi à la création de nombreux emplois, notamment dans le contexte du numérique. Premièrement, parce que c'est un événement d'excellence, et deuxièmement, parce que nous croyons que c'est un créneau du développement très concret. Nul doute que la culture fait partie intégrante des secteurs qui génèrent des ressources, d'où l'impératif d'asseoir des politiques publiques qui organisent au mieux le secteur. Foi du ministre burkinabé de la Culture, Abdoul Karim Sango, qui a présidé l'ouverture du panel. Pour refermer cette édition d'information, mesdames et messieurs, une petite page sportive. Le Tour du cyclisme rwandais qui se tient chaque année dans ce pays est l'une des plus grandes compétitions du cyclisme sur le continent africain. Et pour cette 11e édition, c'est l'Italien Alessandro Fedeli qui a remporté la première édition pour sa première participation dans cet événement. Et le meilleur des Rwandais n'est tout autre que Joseph Alléluia qui, lui, par contre, occupe la 4e place. Africa 24 pour les détails. Pour sa première participation au Tour du Rwanda, l'Italien Alessandro Fedeli a remporté la première étape de l'un des plus grands événements sportifs sur le continent. Son équipe aura aussi eu le mérite d'être couronnée meilleure équipe de cette étape de plus de 110 km, distance qu'il a parcourue en 2 heures, 41 minutes et 32 secondes. Je suis très fier. Nous avons eu une belle course. Les routes ici sont meilleures. En plus, il y a eu la combativité des coureurs et je suis très content. Notre équipe a bien fait aujourd'hui. Je pense que Joseph est mieux préparé que moi pour conserver le maillot jaune. Le meilleur Rwandais, Joseph Alléluia, occupe la 4e place et court lui aussi pour Delco Marseille, la meilleure équipe de cette étape. Avec la promotion du tournoi à la catégorie 2.1 par l'Union cycliste internationale, le Tour du Rwanda a pu attirer 16 équipes et 78 coureurs.
Toutes les équipes sont fortes et ce sera dur pour nous parce que nous sommes peu nombreux, mais on a une meilleure technique. On essaye de conserver de l'énergie tout en restant parmi les premières. La course est encore fraîche, donc on évite de se mettre la pression. La performance des Rwandais a été vraiment très bonne. Comme vous le voyez, nous avons déjà 2 Rwandais parmi les 10 premiers, alors que nous avons des équipes professionnelles qui sont très rodées à des compétitions de très haut niveau. C'est vraiment satisfaisant. Le Tour du Rwanda est devenu la 2e course africaine à passer à la catégorie 2.1 après la tropicale Amissa Bongo du Gabon. Les cyclistes devront parcourir plus de 950 km jusqu'au 3 mars 2019, jour où le vainqueur sera annoncé. Nous voici arrivés au terme de ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Vous le savez, l'actualité se poursuit sur notre page YouTube Top Benji Gabon officiel. On se retrouve demain si cela plaît à Dieu. Au revoir.